Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr Virginie Marchal, cardiologue française exerçant à Aix-en-Provence. Après plusieurs années dans le système conventionné, elle a fait un choix aussi rare que radical, devenir médecin déconventionné afin de reprendre le contrôle de sa pratique, de sa rémunération et de sa vie. Honoraires bloqués, actes non cumulables, lourdeur administrative, pression, culpabilisation des médecins. Elle raconte les frustrations qui l'ont menée jusqu'à l'épuisement professionnel et qui lui ont même fait envisager d'abandonner la médecine. Son témoignage trouve un écho étonnant au Québec, où plusieurs médecins dénoncent des contraintes similaires. Un an après avoir quitté le système conventionné, Virginie dit avoir retrouvé davantage de liberté, de cohérence et de plaisir dans l'exercice de son métier. Une conversation franche sur la vocation, l'épuisement et le prix à payer pour continuer à soigner. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Merci. Oui, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation à travers une journée de clinique de cardiologue. Donc, je te rejoins à ta clinique. Là, ça a l'air un peu plus joli que mes locaux de clinique externe. Alors moi, c'est mon cabinet. Mon cabinet, il est dans un immeuble ancien au centre-ville d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas si tu connais cette ville. Non, ben pas précisément, non. Donc, puis dis-moi, est-ce que c'est la région d'où tu viens ou est-ce que c'est pour le travail? Non. Ou... Okay. Non, moi je suis originaire du nord-est de la France, okay. de Nancy. Okay. Il y a un temps un peu proche du vôtre, en moins froid l'hiver. Ouais. Et puis, justement, comme il faisait très moche, j'ai eu envie de partir. Ok. Mais là, vous avez eu un été très chaud à ma connaissance, hein, donc... Oui, après, les incendies de forêt, hein. C'est ça exactement. Oui. Écoute, en même temps, chez vous, il y avait des incendies aussi, il faisait pas très chaud, hein? Non, nous, écoute, maintenant, c'est la réalité, c'est chaque année, là, donc j'ai eu des incendies assez terribles dans l'Ouest canadien l'an dernier, là, des villes au complet qui brûlent, là, c'est comme... c'est pas très drôle. Virginie, donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, ton profil a attiré mon attention sur les médias sociaux, là, puisque tu t'es affiché comme étant déconventionné, donc c'est un concept qui existe également au Québec, là, Au Québec, on a ce qu'on appelle la régie de l'assurance maladie, là, qui est le tiers payeur, qui fait la rémunération des médecins qui sont dans le réseau public. Puis il y a des médecins qui choisissent de se désaffilier du réseau public, là, pour aller travailler en privé. Et je dois dire qu'au Québec, ça ne semble pas être un enjeu comme ça a pu l'être dans ton cas. Là. Notamment récemment, tu as accepté ou tu as publié là, des posts qui faisaient état quasiment de
de menaces puis d'intimidation. Là. On va y revenir tout à l'heure, mais j'étais comme un peu subjugué. Là, donc, bref, mais pour que nos auditeurs sont québécois, mais aussi français, là, mais pour que nos auditeurs d'ici, dans mon coin de pays, comprennent bien, pourrais-tu en quelques minutes peut-être nous expliquer la rémunération des médecins en France, puis aussi comment l'accès aux soins fonctionne? Au Québec, on a l'image d'un réseau français mixte, là, donc public-privé. C'est pas très clair, on se le fait expliquer à chaque fois, puis on oublie le lendemain. Donc, je t'écoute. Alors, je vais essayer d'être claire. C'est bien. Donc déjà, il y a plusieurs types d'exercices. Il y a l'exercice hospitalier. OK. Ça, j'imagine que c'est comme chez vous, on est salarié de l'hôpital. Tout à fait. Non, tu vois, déjà, non. Ah. Non, nous, les médecins au Québec, il y a pas de à peu près pas de salariat, là, sauf dans des choses très précises. Là. Tout le monde est à l'acte, tout le monde, tout au moins, est autonome, travailleur autonome. Même à l'hôpital? Même à l'hôpital. Ah, d'accord. À moins, mais il y a quand même une portion de la rémunération des médecins de famille qui peut être à capitation, si tu veux, ou l'équivalent de. Ouais. Mais il n'y a pas de salariat, là, tu sais, donc... D'accord. Ah oui, donc tu vois, déjà, à la base, c'est très différent. Excellent. Puisqu'en France, tu peux être salarié de l'hôpital. C'est ce qui se passe quand tu es externe, quand tu es interne, quand tu es assistant, quand tu es PH, praticien hospitalier. Tu as un contrat de travail avec l'hôpital. C'est l'hôpital qui te rémunère. Okay. Et en général, tu as un nombre d'heures à faire, ça doit être 39 ou quelque chose comme ça. Et puis, tu peux avoir des obligations de service avec des gardes, des choses comme ça. Tu es payé en plus. Okay. Mais ton salaire de base, c'est le salaire sans garde. Et que tu travailles beaucoup, que tu vois un patient par matinée ou 15 patients dans la matinée, tu es payé pareil. D'accord. C'est l'hôpital qui va encaisser les actes. D'accord. Donc, ça, c'est le salariat hospitalier. Tu peux avoir du salariat dans des structures privées, à but lucratif ou non lucratif. Donc là, c'est pareil, la structure qui va t'embaucher, c'est elle qui va... Alors ça, je connais moins bien la rémunération, d'après ce que j'ai compris, c'est elle qui va embaucher tes actes. Mm-hmm. Et tu peux être libéral. Donc, libéral, tu as 3 secteurs de convention. Donc, la convention, c'est des contrats que tu signes avec l'assurance maladie. Tu es obligé... tu as la convention secteur 1, secteur 2, et le secteur 3, c'est hors convention. D'accord. Mais même hors convention, tu as un lien quand même avec la sécurité sociale. Tu es obligé de déclarer tout ce que tu fais. Donc, tu peux avoir... donc, le secteur 1, c'est le secteur de base que tout le monde peut avoir. Et le secteur 2, il n'est ouvert que dans certaines conditions, qui étaient jusque-là le fait d'avoir fait au moins 2 ans d'assistanat à l'hôpital à temps plein, ou 5 ans de PH à mi-temps, enfin, je connais plus exactement les conditions d'attribution, mais il fallait avoir fait une formation complémentaire, un temps complémentaire à l'hôpital pour pouvoir prétendre au secteur 2. Néanmoins, tu peux prétendre au secteur 2 et garder le secteur 1. Mm-hmm. C'est ce que j'ai fait moi, par exemple, quand je me suis installée en libéral. J'avais accès au secteur 2, mais j'ai décidé de choisir le secteur 1. Donc, je parlerai après de la différence de rémunération. La différence, c'est que personne ne te dit au départ, quand tu choisis le secteur 1, tu es bloqué à vie en secteur 1. OK. Tu ne peux plus jamais passer en secteur 2, même si tu avais droit au départ. Et ensuite, la seule façon de sortir de la convention, c'est donc de quitter la convention, comme ce que j'ai fait, se déconventionner. Mm-hmm. Et donc là, à partir de là, comme tu n'es plus dans la convention, pour toi, tu n'as plus à respecter les contraintes de la convention dont je vais parler. Donc, tu as une liberté d'exercice, une liberté de tarif. Par contre, en contrepartie, les gens ne sont quasiment plus remboursés. D'accord. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Donc, la convention secteur 1, c'est l'assurance maladie qui fixe les tarifs. Donc, théoriquement, c'est rediscuté tous les, 2 ans, 5 ans. Sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est repoussé. Ensuite, ils disent qu'ils vont donner 2 € de plus. Finalement, la veille, on apprend que, ah bah non, on n'a plus de sous. Mm-hmm. Donc, finalement, ce sera dans 6 mois. Finalement, non. Enfin, en fait, on nous fait des promesses qui tiennent jamais. Pour tous les médecins. C'est peut-être... Secteur 1. Alors, ça, c'est pour la convention, parce que les salariés, ils sont salariés. Non, oui, c'est donc, ça. Eux, ils peuvent avoir des négociations au sein de l'État pour leur salaire de salarié. Mm. Mais la convention, c'est uniquement pour les libéraux. D'accord. Mais le secteur 1, ça peut toucher aussi bien le gastro-entérologue que le cardiologue, disons. Oui, okay. Tous les médecins libéraux peuvent être secteur 1, secteur 2 ou secteur 3. D'accord, parfait. Secteur 1. Quelle que soit la spécialité. OK. Donc, le secteur 1, le tarif est fixé par la sécurité sociale. Tu n'as pas le droit de faire de dépassement. Tu es obligé, que ce soit secteur 1, secteur 2, tu es obligé de faire le tiers payant, donc de faire l'avance des frais pour les patients qui ont la couverture médicale universelle, enfin
la mutuelle, on va dire, d'État de base, ceux qui ont peu de moyens, et pour tous les patients en affection longue durée. Donc, eux, tu es obligé de faire l'avance tiers payant. Et les contraintes de convention, c'est que tu n'as pas le droit non plus de facturer le même jour une consultation et un acte. Ou alors, si tu factures plusieurs actes, le deuxième, il est à moitié prix, et le troisième, il est gratuit. Donc, par exemple, moi qui suis cardiologue, si je fais une consultation et une écho-cœur le même jour, la consultation, elle vaut 0. OK. Si par contre, je fais jour 1 consulte, jour 2 écho, c'est bon. Si je fais écho jour 1 et que je vais lui poser un holter dans la foulée, que je cote le même jour, le holter, il est à moitié prix. Et si en plus, je rajoute le test d'effort, eh ben, voilà, tu en as un des 3 qui est gratos. OK. Et donc ça, c'est pareil que tu sois conventionné secteur 1 ou secteur 2, tu as des contraintes de non-cumul, consulte-acte, non-cumul des actes. Avec des tarifs des actes qui ont été fixés il y a plus de 20 ans, OK. avec le niveau de vie d'il y a 20 ans. Tu vois, l'inflation, je pense que c'est pareil chez vous qu'il y a eu sur la période. Ben écoute, depuis 10 ans au Québec, le chiffre que j'ai en tête, c'est 20%, disons. Là. Voilà. Donc moi, je n'ai pas le chiffre exact, mais l'inflation de nos charges, elle a été très importante. C'est certain. Et dans le même temps, le tarif des actes n'a pas bougé. Donc les salaires se sont contractés. Et en plus, avec ces salaires-là, tu peux avoir moins de choses. Donc voilà, donc t'as les deux principaux facteurs, c'est le non-cumul des actes et les tarifs bloqués. Quand tu es en secteur 2, tu as droit de dépasser du tarif uniquement chez les patients qui ne sont pas à la couverture universelle. Eux, tu es obligé de leur faire le tarif opposable quand même. Okay. Et ensuite, quand tu es secteur 1, tu as une partie de ton URSSAF, donc de tes charges sociales. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Pour le médecin, nous, on n'a absolument rien d'inclus. Je sais pas si c'est ça à quoi vous ne payez pas des charges sur votre chiffre d'affaires? Pas vraiment, non. On va avoir notre impôt, là, mais on n'a aucun bénéfice. Moi, j'ai aucun bénéfice comme travailleur autonome non plus, là, donc j'ai aucune assurance santé, dentaire. Voilà, donc on doit payer tout ça, effectivement. Voilà, on doit payer tout ça dans notre chiffre d'affaires. Donc, ton assurance professionnelle. Ben, nous aussi, c'est ça, c'est ça, exactement. Tes locaux. C'est ça, oui. Voilà, et tu dois payer tes charges sociales, en fait, sur le travail, comme tout employeur paye des charges pour ses salariés qui vont à l'État. Et en fait, quand tu es conventionné secteur 1, tu as un abattement de ces charges qui est pris en charge par la sécurité sociale. OK. Quand tu es secteur 2, tu as un abattement qui est moins important, et secteur 3, c'est 0. Donc, tu payes les mêmes charges qu'un plombier, un commerçant, voilà. Donc, tu payes plus de charges sur ton chiffre d'affaires qu'un secteur 1. Mais tu as le droit de faire des honoraires plus élevés. Plus élevés, OK. Voilà. Et d'ailleurs, entre guillemets, il faut, parce que si tu fais les mêmes honoraires que le secteur 1 en secteur 3, ben, en fait, tu gagnes moins. D'accord. Mais pour être en secteur 3, j'imagine que ça, c'est le plus recherché, entre guillemets, ou pas vraiment? Non, parce qu'en fait, en France, il y a, je pense que tu l'as vu sous mes posts dans les commentaires, il y a une culture du gratuit, du soin gratuit, de l'offre à la population du don de soi qui est majeure. Okay. C'est-à-dire que les médecins eux-mêmes sont persuadés que faire payer un patient, c'est mal. Immoral. Et d'ailleurs, l'État joue là-dessus, et les gens jouent là-dessus pour culpabiliser. Et c'est tout l'enjeu des posts que je fais, c'est aussi de remettre les choses à leur place dans leur contexte. Okay. Parce qu'en fait, dès qu'on dit qu'on veut augmenter de quelques euros, faire revaloriser une consulte, qu'on veut gagner notre vie en travaillant, on se fait accuser de nantis. Il n'y a que l'argent qui nous intéresse. Écoute. Sous-entendu, on ne peut pas vouloir gagner de l'argent et être un bon médecin. C'est incompatible. Si on veut être un bon médecin, ça veut dire qu'on doit faire don de soi, qu'à aucun moment on doit parler finance, argent, ça doit passer derrière. Ça ne doit même pas être un sujet. Écoute, ce sont presque les mêmes enjeux qu'ici. Et ben, c'est le même dogmatisme. C'est universel, en fait. Exactement. Et donc, en fait, voilà, donc, on ne peut pas gagner d'argent, sinon on est vénal, on ne peut pas être sincère dans ce qu'on fait dans le soin. On nous a payé nos études, c'est-à-dire qu'en France, la faculté de médecine, elle est quasiment gratuite, mais comme toutes les facs et comme quasiment toutes les écoles, comme nous. À défaut de quelques écoles privées. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus redevable que n'importe quelle personne qui a fait des études en France, quoi. Mais il n'y a que nous qu'on le reproche.
Ensuite, on va nous parler sans arrêt du serment d'Hippocrate. Sous-entendu, on a prêté serment de livrer notre vie à la médecine, voilà, sans aucune contrepartie, sans jamais se plaindre. Et en fait, le serment d'Hippocrate ne dit pas ça du tout. Mais il est de bon ton de rappeler à un professionnel de santé que s'il réclame une rémunération décente, des conditions de travail décentes, il se plaint et qu'il ne respecte pas son serment, alors que c'est totalement faux. Ensuite, on va nous dire le médecin, il doit faire du social. C'est à lui de faire en sorte que l'intégralité de la population puisse se soigner à moindre frais, sans coût, sans limitation d'accès aux soins. Et en fait, l'État nous fait porter cet accès aux soins en disant si on augmente nos tarifs et qu'en augmentant nos tarifs, les gens ont un reste à charge qui les limite, c'est nous les méchants en fait. Et à aucun moment on se dit mais si le médecin augmente ses tarifs, c'est peut-être parce qu'il a besoin, pour exercer dans de bonnes conditions, d'un certain nombre de conditions qui ont un coût et qu'il est obligé de répercuter ce coût sur le prix de sa rémunération. Et que donc, si l'État refuse d'assumer ce coût, évidemment, c'est les patients qui vont devoir l'assumer. Tout à fait. Et au lieu d'avoir l'honnêteté de dire ça, on dit « Oh, les méchants médecins qui empêchent les patients d'accéder aux soins ». Comme si on avait fait médecine pour limiter l'accès aux soins. Alors que, et en France, justement, comme on a tous éduqué dans la docilité, dans l'abnégation, dans le fait de supporter, je vois passer les postes chez vous, c'est pareil, supporter tout ce qu'on nous fait subir à l'hôpital de maltraitance administrative, physique, etc. En fait, on en fait des petits moutons gentils qui sont très accessibles à la culpabilisation. Et en fait, on est les premiers à marcher dans cette fausse image qu'on nous donne, en fait. On l'accepte. Écoute, c'est comme si tu étais au Québec, puis tu vivais dans notre contexte. C'est presque identique. Ce qui sous-tend le discours également beaucoup au Québec, c'est jamais dit publiquement, là, mais de dire, écoutez, les médecins, là, donc, effectivement, si on se plaint des conditions de travail, de la surcharge administrative, ou n'importe quoi de cette nature-là, c'est, au prix que vous êtes payé, là, arrêtez de vous plaindre. Là, donc, exactement. C'est comme tout le temps en trame de fond, là, c'est jamais vraiment dit, mais on sait que tout le monde le pense, là, donc, exactement. Et en fait, et même on compare notre salaire au salaire minimum. En France, ça s'appelle le SMIC. Régulièrement, on compare notre salaire au SMIC. Ouais. Mais à quel moment le salaire d'un médecin doit être comparé au salaire minimum de quelqu'un qui n'est pas diplômé? Moi, j'ai de mépris pour personne. Tous les métiers sont utiles. Il y a plein de métiers qui peuvent être intéressants en dehors du soin, en dehors des métiers Bac+10. Mais juste, on peut pas en vouloir aux médecins d'avoir une rémunération en rapport avec l'investissement qu'ils ont eu. Tout à fait. En termes d'années d'études, en termes de sacrifices à l'hôpital, de sacrifices de leur vie, de stress engendré. C'est pas possible, parce que si on fait ça, mais tout le monde va changer de voie, en fait. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on craint ici au Québec dans le moment. Pour te donner un exemple, au Québec actuellement, donc, on veut parler de la France, là, mais pour faire un corollaire, au Québec, aucune augmentation de salaire depuis 10 ans pour les médecins. Donc, nous, on a comme ce qu'on appelle une masse salariale. Donc, il y a une masse salariale pour les médecins de famille qui est de l'ordre de 3 milliards, je pense, de dollars canadiens. Puis une masse salariale pour les médecins spécialistes de l'ordre de 6 milliards, qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Puis on a une inflation de 20% depuis 10 ans. Et là, l'offre ministérielle ou gouvernementale qui est sur la table aujourd'hui, c'est de geler encore cette masse salariale pour les 5 prochaines années. Puis là, lorsqu'on dit, écoutez, ça n'a aucun sens, aucun secteur professionnel dans la société n'accepterait des conditions comme ça, aucune augmentation de salaire pendant 15 ans. Puis là, ce qu'on se fait répondre, c'est, vous êtes bien payé. Mais là, moi, j'ai dit, écoutez, la discussion n'est pas sur le fait de savoir si on est bien payé ou pas. On est en train de discuter d'une convention collective. Bref, c'est à peu près les mêmes enjeux. Exactement, c'est hors sujet. C'est de dire, tu as un toit sur ta tête, tu as une voiture, donc tu as assez. Exactement. Voilà. Okay. N'en demande pas plus. Voilà. L'IMSanté est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire
et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Dis-moi, donc toi, tu es déconventionné, donc que je comprends, c'est à peu près comme au Québec, être désaffilié, donc tu as quitté complètement le réseau public ou une petite attache encore? Ou... Alors, en fait, moi, quand un patient vient me voir, en gros, je travaille pareil qu'avant. OK. Sauf que maintenant, je peux cumuler les actes, donc je peux faire dans la même journée plusieurs examens, alors qu'avant, les gens, je les faisais revenir parce que j'avais pas les moyens de travailler gratuitement. Je comprends. Et donc, Perte du de coup, temps maintenant, pour je le peux patient aussi, évidemment. Totalement, d'autant plus qu'avec les déserts médicaux dont on parle beaucoup, les gens, ils viennent souvent, ils font 2 heures de route, Exact. aller, 2 heures retour, ils font ça plusieurs jours de suite. Donc au final, eux, il y en a aussi qui sont très contents, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, moi je suis très content que vous soyez déconventionné, parce que maintenant, j'ai à vous voir qu'une fois, on fait tout, ça me fait gagner du temps, et moi, ça me va. Donc on est quand même obligé de déclarer, de passer les codes Sécu pour chaque consultation, chaque acte. D'ailleurs, c'est compliqué parce que moi, je continue d'avoir des rejets de la Sécu alors que la Sécu nous rembourse 1 euro. Et en fait, la Sécu rembourse donc l'équivalent d'1 euro sur la consultation et 10% du remboursement Sécu sur les actes. Donc, pour une éco-cœur qui est cotée en France 96 euros, tarif mutuel compris, compris. Donc, la Sécu va rembourser 70% de cette somme. Et du coup, moi, d'après ce que j'ai compris, ça va être que 10% de cette somme. D'accord. Voilà. Et la mutuelle, en général, en France, quand la sécurité sociale ne prend pas en charge, la mutuelle ne prend pas en charge non plus. Sauf les mutuelles internationales, des grands groupes, des choses comme ça. Ce qu'on appelle la mutuelle, ce sont les assurances... Oui, les assurances privées. Voilà. Okay. La grande majorité des assurances privées ne prend pas en charge quand la sécurité sociale ne prend pas en charge, quand ça passe en dehors de la convention. OK. Donc, toi, les patients paient de leur poche, on peut... Exactement. En gros, ils payent de leur poche et c'est ce qu'on leur dit, en gros, pour qu'ils évitent d'être déçus. Moi, je leur fais pas miroiter, votre mutuelle va sûrement vous rembourser. Non, moi, je leur dis, il y a de grandes chances que vous n'ayez rien. OK. Puis, est-ce qu'il y a eu... je comprends ta frustration, je la sens à travers l'océan Atlantique, mais est-ce qu'il y a eu un incident précis qui a dit, OK, non, c'est terminé? Oui. J'arrête? Oui. C'était quoi? Oui. C'est mon contrôle d'activité, mon contrôle pour fraude. Ah bon. En fait, je ne sais pas si vous voyez passer les posts qui parlent beaucoup de l'énorme somme d'argent récupérée grâce au contrôle de la fraude. Donc apparemment, il y a beaucoup de gens qui fraudent sur beaucoup de sommes. Et donc, en fait, il y a des vrais fraudeurs. Je ne nie pas, il y a des gens qui abusent du système, des fois à très grande échelle. Mais en fait, comme les caisses sont vides, comme chez vous, ils se sont dit, on va essayer de récupérer l'argent où on l'a mis, donc chez les professionnels de santé. Et pour ça, on va faire des enquêtes. Mais l'enquête, c'est pas vraiment pour savoir si tu es un fraudeur. Parce que ce sera assez rapide de voir si tu es un fraudeur ou pas. Le but, et c'est ce que m'ont confirmé plein de gens, que ce soit des médecins au sein de certains syndicats, des avocats, d'autres gens qui ont les mêmes enquêtes que moi, le but, ce n'est pas de savoir honnêtement qui fraude ou pas, c'est de récupérer de l'argent sous n'importe quel prétexte que ce soit. Voilà, donc moi, il y a 1 an et demi, j'ai reçu une lettre pour me dire que je faisais l'objet d'une enquête d'activité. Donc sur le coup, je me dis, bon, pas agréable, mais c'est pas grave, c'est pas comme si je fraudais. Je prends quand même des petits renseignements en me disant, bon, j'aimerais bien quand même savoir exactement ce qui m'attend. Voilà. Et là, en fait, on me dit, alors en fait, c'est pas du tout un contrôle à la loyale. On va interroger vos patients. Si jamais ils trouvent rien à se mettre sous la dent, ils vont essayer de changer la version de vos patients pour vous mettre en porte-à-faux, pour trafiquer leurs témoignages, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, j'en ai la preuve, puisque mes patients m'ont fait des contre-procès-verbaux d'interrogatoire pour pouvoir, en fait, trouver des preuves pour nous accuser, en nous demandant, en fait, en nous accusant avec juste des paroles ou des choses comme ça, et en nous demandant, nous, d'aller justifier quel acte, quelle consulte, quel jour.
Et en fait, moi, par exemple, ce qu'on me reproche beaucoup, ce qu'on m'accuse, c'est d'avoir, par exemple, fait 2 actes le même jour et de les avoir antidatés. C'est-à-dire d'avoir vraiment fait l'acte, le soin, mais d'avoir changé la date pour avoir le droit de le facturer en entier. OK. Et donc, par exemple, moi, on m'accuse beaucoup sur... alors, souvent, ils prennent... Moi, ils m'ont pris 200 patients. Donc, ils n'ont pas interrogé les 200, mais ils en ont interrogé un certain nombre. Et ils ont pris 2-3 ans en arrière, donc de suivi. Donc, tu vois combien ça peut faire de consultes, Tout à fait. d'échos, tests d'effort, etc. Et donc, par exemple, les Holters, ils considèrent que la date auquel il a été fait ou il a été coté n'est pas la bonne, que je l'aurais fait le même jour que l'écho et que donc je devrais leur rendre 50%. Sauf que par définition, à Holter, ça dure 24 heures en fait, minimum. Ça peut durer 48 heures, 72 heures. Donc en fait, déjà, ça n'a aucun sens d'aller dire le Holter a été fait le même jour que l'écho en fait. Quand on sait un peu comment ça se passe, ça n'a aucun sens en fait. Et donc le seul but, c'est d'aller récupérer de l'argent. Moi, on m'a demandé de fournir des milliers de comptes rendus pour ces 200 patients sur 3 années de suivi, de ressortir, d'envoyer en plus, visiblement on parle de l'IA partout, mais l'assurance maladie, on est à l'ancienne. Hein, tu dois leur envoyer un dossier papier, transférer chaque fichier un par un dans une boîte machin chose. Enfin, c'est du délire. On y a passé des semaines avec mes secrétaires sur mes vacances pour en fait prouver juste que tu as fait ton travail en fait. Comme tu es accusé d'avoir au minimum fait des erreurs de facturation, voire volontairement, en plus tu as une pénalité, c'est-à-dire qu'ils te demandent de rendre l'argent et en plus tu dois donner 50% de plus. Écoute, ben on a... Et en fait, voilà, et en fait ils demandent comme ça aux professionnels qui contrôlent des dizaines de milliers d'euros. Chacun. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros. Enfin, chacun a ses reproches, a son petit panel. Moi, j'ai été en contact avec beaucoup de professionnels, des médecins, des kinés, des infirmiers qui ont eu ce type de contrôle. C'est horrible, en fait. On a la même chose au Québec. Écoute, même à une certaine époque au Québec, là, il y avait eu comme un vent pour être encore plus radical. Nous, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, l'organisme le payeur. Et les agents de la RAMQ s'étaient fait faire des manteaux comme le FBI. Écrit RAMQ dans le dos, tu sais. Ils débarquaient dans les cabinets comme le tien, mais habillés comme des agents du FBI en noir, avec RAMQ. Puis ils venaient saisir les dossiers. Là, les médecins ont dit arrêtez, là, on n'est pas des criminels. Oui, mais en fait, c'est ça. Alors là, moi, je ne l'ai pas vu, l'enquêteur. C'est mes patients qui l'ont vu. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo qui s'appelle L'enquêteur. Non, je veux... Tu regarderas. Parce que du coup, tu as dû voir quelques-unes de mes vidéos. Oui, tout à fait. En fait, après ce traumatisme, ça a été un traumatisme profond pour moi. Après ce traumatisme, je me suis déconventionnée, je me suis sortie de là. J'ai dû me reconstruire aussi professionnellement, personnellement. Et puis, et j'ai décidé de pas en rester là. Parce qu'en fait, ils font trop de mal à trop de gens, en fait. Et comme tout le monde a peur, les gens ont peur parce qu'un contrôle, une fois que le contrôle est fini, le mien est fini, mais comme j'ai contesté, je suis partie pour des années au tribunal. Où en fait, on est avec l'épée de Damoclès. Moi, je considère que l'argent, il est perdu. Parce qu'on gagne jamais contre la sécurité sociale. Tout le monde me l'a dit. On ne gagne jamais. Donc, toi, c'est une question de principe dans ton cas. Exactement. Moi, c'est une question de principe. Parce qu'en fait, on m'a même dit ça te coûterait moins cher, parce qu'il faut payer l'avocat, etc. Ça te coûterait moins cher de payer, puis au moins, ce serait fini. Moi, dans ma tête, c'est fini. Dans ma tête, je paierai dans longtemps. Mais je ne vais pas en rester là, en fait. Parce qu'ils font du mal à trop de gens. Ils font du mal à des gens comme nous, qui avons fait des longues études, qui avons sacrifié notre vie, notre santé mentale, physique, pour faire des choses bien, pour sauver la vie des autres. Et on nous broie. On nous méprise, on nous humilie. Moi, c'est plus possible. Et donc, moi, quand j'ai eu cette enquête, le premier truc qui m'est venu, c'est je vais me déconventionner. Je suis pas d'accord pour subir ça, en fait. Je suis pas d'accord pour lutter tous les jours, pour payer mes charges, pour embaucher du personnel, pour être réactif sur les problèmes des gens, pour continuer de les prendre en consultation alors que je suis déjà plein, pour en mettre par-dessus les bords, et en plus me faire traiter de voleuse, en fait. J'ai dit non, là, c'est trop, en fait. Donc, quelques mois après le début de l'enquête, quand j'ai vu qu'effectivement, il se passait ce qu'on m'avait annoncé, que c'était une enquête de mauvaise foi à charge, complètement délirante, j'ai dit, moi, c'est fini. Je pourrais plus continuer, en fait. Je me suis dit, je vais changer de travail. Premier réflexe, j'arrête tout. Je me suis dit, j'arrête tout. Après, je me suis dit, je sais rien faire d'autre. Premier problème, je sais rien faire d'autre.
Deuxième problème, j'ai quand même des crédits parce que j'ai acheté mon cabinet, j'ai fait des travaux, j'ai des gros crédits professionnels sur le dos et personnels. Et troisième chose, je me suis dit, mais est-ce que finalement, je pourrais pas proposer juste ce que je sais faire? Plutôt que changer de travail, est-ce que je pourrais pas proposer mes soins, mais à des gens qui sont prêts à payer pour les avoir? Et je me suis dit, bah au moins, faut essayer, quoi. Et c'est là. Parce que j'aime ce que je fais. Et je me suis rendu compte en imaginant arrêter à quel point j'aimais ce que je faisais, en fait. Parce que finalement, je m'étais jamais dit que je pourrais faire autre chose. Et au moment d'arrêter, je me suis dit, mais en fait, j'aime vraiment ça. Mais as-tu arrêté vraiment pendant un certain temps pour Non, j'ai réfléchir? continué. OK. J'ai continué, j'ai fait mon burn-out en continuant de consulter. Dès que j'ai pu, j'ai baissé la cadence et ensuite, j'ai pris ma décision de me déconventionner. Donc, c'était un peu en urgence parce que c'était vital en fait. Hein. Pour moi, je tenais plus. Mhm. Et donc, du coup, j'ai décidé de me déconventionner aux vacances scolaires de 2024. OK. Et donc, dès que j'ai eu la date, 4 mois avant, j'ai envoyé un mail à tous mes patients en leur demandant de changer de cardiologue. Parce qu'en fait, déjà, c'était compliqué à expliquer tout ça. Moi, il y avait un mot dans ma salle d'attente qui expliquait que j'avais eu une enquête, etc. Mais les gens, ils lisent pas forcément tout ça. Et moi, je voulais surtout pas que les gens aient une rupture de soins parce que ils se rendaient compte au dernier moment qu'ils n'avaient pas les moyens de payer, qu'ils n'avaient pas pu se retourner. Je voulais pas qu'on m'accuse d'être responsable, voilà. De prendre les patients en otage un peu. Ouais. De prendre les patients en otage. Je voulais pas que les patients ils aient une culpabilité à changer de cardiologue en disant qu'ils m'avaient abandonné. OK. Je voulais pas non plus qu'ils portent ça. Donc je leur ai tous demandé sans exception, avec insistance pour ceux qui me disaient mais non on veut rester, je leur ai dit non. Vous prenez un autre cardiologue, donc on les a aidés. On leur a fléché les cardiologues qui prenaient encore des patients. Il y en a même pour qui on a pris le rendez-vous pour eux, pour être sûr qu'ils puissent être suivis par quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai envoyé des mails et j'ai prévenu toute ma patientèle par affichage aussi. On s'est fait des adieux. C'était un peu Ils sont bizarre tous parce partis? que quasiment. Alors après, il y a des patients que je revois qu'au bout d'1 an, 2 ans. Moi, je revoyais pas les gens tous les 6 mois en fait. Uh-huh. Donc, il y en a quand même qui sont revenus. OK. Mais après, ils sont tous partis. Mais je leur ai dit, vous bloquez maintenant le rendez-vous pour dans 1 an chez quelqu'un d'autre. Parce que les délais, j'imagine, c'est comme chez vous, nous, c'est très long. Tout à fait. Ça peut être 6 mois, 1 an. Donc, je leur ai dit maintenant, je viens de vous voir. Je me suis laissé quelques mois pour revoir ceux qui avaient besoin d'être revus avant que je me déconventionne. Et je leur ai dit, vous bloquez maintenant le rendez-vous pour dans 6 mois, pour dans 1 an. Comme ça, vous êtes sur des rails. Moi, je suis sereine. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ça veut dire que tu as rebâti toute ta clientèle. De zéro, ouais. Okay. Mais j'avais besoin d'une rupture totale. J'avais besoin, j'aurais pas supporté que les gens me reprochent que ça leur coûte de l'argent de continuer à venir me voir ou qu'ils me fassent comprendre que c'était un peu une fleur qu'ils me faisaient ou tu vois. Je voulais pas m'expliquer, je voulais pas être redevable, je voulais pas de conflit non plus, je voulais pas qu'on vienne me crier dessus.
parce que moi et ma secrétaire, on supporte plus en fait. En France, il y a une agressivité majeure des gens, partout, hein, pas que dans les cabinets médicaux. Hein. Maintenant, quand on n'est plus content, on insulte, voire on frappe, voire on poignarde. Hein. C'est devenu là-bas, c'est devenu le quotidien en France. Moi, j'avais pas envie de me faire agresser dans mon cabinet. J'avais pas envie de me prendre la haine des gens, leur mécontentement, et d'autant plus que c'est quand même pas évident à comprendre tout ça. Faut un peu s'y intéresser en fait. Donc j'ai préféré couper et repartir de zéro. Mais des reproches et des menaces, tu en as eu quand même, d'après ce que je comprends? Ou... Alors, j'ai surtout des menaces, non, des reproches sous mes posts LinkedIn, oui. OK. Ça, oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de comprendre, en fait. OK. Il y a des gens pour qui soin égale gratuit, médecin qui fait payer égale méchant, et ils n'ont pas envie de voir autre chose, en fait. Parce que ça arrange tout le monde. Franchement, qui a envie de payer pour un truc qui est censé être gratuit? Donc les autres ont gratuit. En fait, moi, j'en veux pas aux gens. Ça fait des années qu'on a construit le pays en disant le soin, c'est gratuit, ça doit être gratuit. Et surtout, si vous payez, vous êtes un peu nigo parce que les autres, c'est gratuit pour eux. OK. Donc, c'est vraiment une démarche très particulière de faire la démarche de venir voir un médecin déconventionné. Ça nécessite d'avoir un petit peu réfléchi au problème et d'adhérer aussi. Et moi, au final, j'avais aussi envie, dans ma constitution de ma nouvelle patientèle, d'avoir des gens qui ont compris le système et qui me ressemblent, en fait. D'accord. Mais ça change quand même. Est-ce que ça change la nature des relations avec les patients ou tu gardes l'aspect financier pour ton assistante ou Alors, c'est ma secrétaire qui s'occupe de l'encaissement, de la facture, etc. OK. Moi, au début, ça me faisait bizarre. Hein. Moi, j'étais en secteur 1. Les gens, globalement, ils payaient jamais rien ou très peu. Donc, oui, ça fait bizarre parce qu'en fait, tu n'as pas été habitué à te dire que ce que tu faisais, ça valait quelque chose. C'est ça. Est-ce que ça implique une certaine, je dirais pas négociation, mais discussion avec les patients, parfois de dire, je vous ferai un halter, puis là, le patient va demander, c'est combien? Ah, finalement, je vais peut-être faire le mois suivant, ou est-ce qu'on peut imaginer des circonstances comme ça? Rare, ouais. C'est très rare que les gens me demandent à la consulte, parce qu'en général, je dis, c'est ma secrétaire qui va leur expliquer. Et en fait, ma secrétaire, elle explique pour les examens complémentaires, que ce soit les échographies d'effort, que ce soit le holter ou la MAPA, contrôle de tension, elle leur explique que moi, je l'ai fait à tel tarif, mais et moi, je leur dis qu'ils n'ont aucune obligation à les faire avec moi. Et qui peuvent aller les faire chez quelqu'un d'autre et qu'il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Et nous, quand on voit que les gens, ils n'auront pas les moyens de faire des examens, moi, j'ai aucune envie que les gens se passent de soins, qu'on soit coupé au milieu de l'histoire. Moi, c'est pas ce que j'ai envie en médecine. Et donc, on les flèche vers des établissements dont on sait qu'ils peuvent faire ces examens. OK. D'autant plus qu'en France, comme l'échographie d'effort est assez bien rémunérée, elle est bien cotée, il y a beaucoup de gens qui en font, donc les délais sont très courts. OK. Mais dirais-tu globalement, là, avec... la première question que je voulais te demander, est-ce que ça a changé ton offre de soins? Offres-tu les mêmes services que tu offrais avant? Ou le fait d'être déconventionné, ça coupe certains accès au réseau? Je ne sais pas. Là, où, Alors, par exemple, je ne peux pas utiliser la télésurveillance des insuffisants cardiaques. Ah, OK. Parce que tu es rémunéré par l'assurance maladie. Donc ça, j'ai dû arrêter parce que mes patients ne peuvent plus en bénéficier. Pour le reste, les prescriptions médicamenteuses sont remboursées. Si je les adresse à d'autres médecins, ils sont remboursés. Les examens complémentaires sont remboursés. Il n'y a que ce qui est fait par moi qui n'est pas remboursé. OK. Quand même. Voilà. Donc après, du coup, soit ils préfèrent faire avec moi et les tarifs sont écrits noir sur blanc, soit ils peuvent pas ou ils veulent pas. Et il y a d'autres centres dans lesquels ils peuvent faire ces examens, soit plus loin, soit avec plus de délai. Voilà. OK. Donc en général, on ne se retrouve pas dans l'impasse. Dis-moi, Virginie, avec le recul, là, donc ça fait un an et demi, c'est ça? C'est bien ça? Donc, ça fait un an. Un an, puis actuellement, disons, es-tu dans une... encore en installation ou portes-tu déjà un regard sur ce que tu as fait? As-tu des regrets? Es-tu contente, heureuse, extatique? Je sais pas. Quel état d'esprit aujourd'hui? Je suis très, très contente. Ah oui, OK. Très contente. Après, j'étais très, très mal quand j'ai pris cette décision. Donc, je vais nettement mieux parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte en passant en secteur 3 et en levant le pied parce que j'ai eu moins de patients, parce que je me suis réorganisée autrement. Donc, je travaille moins, qu'en fait, je travaillais beaucoup trop.
parce qu'on est poussé par le système, par les patients qui sont très exigeants, qui veulent tout de suite qu'on les reçoive. Ça va pas. Puis en cardio, c'est difficile à dire aux patients, oui, vous avez mal, ça attendra dans 2 mois. Donc en fait, on en rajoute tout le temps, on est sous pression. Et en fait, on est pris dans l'engrenage et c'est difficile de faire machine arrière. OK. Et en plus, on se dit, on sauve des vies, on est utile, quoi. Donc moi, du coup, j'ai eu naturellement moins de patients, puisque mes patients sont partis, les nouveaux se sont pas non plus jetés en masse sur mon cabinet, parce qu'il y a beaucoup de patients qui préfèrent être pas soignés que de payer, quand bien même ils auraient les moyens. Parce qu'on va me dire, ah oui, mais les gens n'ont pas les moyens. Il y a plein de gens qui ont les moyens, mais ils préfèrent mettre leur argent ailleurs. Et chacun ses choix. En tout cas, voilà. Le fait est que j'ai pas été débordée, et donc j'ai eu du temps pour autre chose. Du temps pour moi, du temps du coup pour me lancer dans des nouveaux projets professionnels, d'où est venue aussi mon idée des réseaux sociaux et de raconter mon histoire en vidéo. Non, écoute, c'est quand même c'est fascinant. Tu parlais du modèle français de santé, tout ça, puis on a exactement les mêmes enjeux au Québec. Puis je t'écoute parler, j'ai l'impression que ça dépasse le cadre médical. C'est l'organisation de la société française qui est comme basée un peu sur comme tu le disais tout à l'heure, là, sur le fait que tout est gratuit ou voilà. tout en fait, relève en du France, gouvernement ou je ne sais trop. Exactement. On assiste les gens, mais on les assiste à l'extrême en fait. On les assiste pour tout. En fait, on les dépossède de leur propre responsabilité. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute à l'État, c'est la faute à quelqu'un d'autre. On ne s'est pas assez occupé de vous, on ne vous a pas dit qu'il fallait faire ci. À un moment, peut-être les gens, on devrait juste les responsabiliser, ça leur rendrait service comme on fait avec des enfants en fait. On leur apprend ce qui est bien, ce qui est mal, on leur apprend que s'ils prennent des risques, ils risquent d'en payer les conséquences. On leur apprend que toute chose peut avoir des conséquences et qu'on doit les assumer en fait. Et en France, on déresponsabilise les gens. On les fait pas assumer leurs erreurs, on les fait pas assumer leurs choix, on fait assumer aux autres, à la société en fait. L'image que j'utilise parfois au Québec, je dis qu'on a construit au Québec un parapluie social, je l'appelle, mais je dis maintenant ce n'est plus un parapluie, c'est un hamac. Donc... C'est ça. As-tu des jeunes collègues qui te contactent pour dire, Docteur Marchal, moi peut-être j'envisage de faire, est-ce que vous avez fait ou il y en a eu. Deviens-tu comme une genre de coach ou non? Très très peu. Okay. Quasiment aucun. OK. Parce que les gens sont satisfaits ou ont peur de changer? Je pense pas qu'ils soient satisfaits. Ouais. Je pense pas qu'ils soient satisfaits parce qu'honnêtement, il n'y a pas... Alors peut-être en secteur 2, ça permet au moins de se récupérer sur les honoraires. Mais les gens qui sont en secteur 1, honnêtement, j'en connais pas beaucoup qui sont... Soit ils ont des convictions qui font que leur vie passe après leurs convictions. Et donc ils acceptent des salaires de misère et des conditions de travail mauvaises. Soit non, ils subissent, mais moi je me suis déconventionnée parce que ma pratique médicale le permettait, mais c'est pas évident pour tout type de médecins ou de paramédicaux. Par exemple, une infirmière qui se déconventionne, est-ce que vraiment les gens vont faire appel à elle? Comment elle va expliquer? C'est compliqué, quoi. Okay. Et puis il y a tout le temps où même si ça peut marcher, il y a un temps où on ne sait pas. C'est le grand saut dans le vide. Moi, c'était le grand saut dans le vide aussi. Tout à fait. On ne sait pas, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont venir? Est-ce qu'on va pouvoir payer nos crédits? Comment on va vivre? Et donc, ça, c'est un peu, je pense, le lot des chefs d'entreprise classiques, d'avoir une idée, de se lancer et puis de prendre un risque. Mais en médecine, on n'a pas l'habitude de ce risque-là. Donc, je pense que les gens n'osent pas. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas possible ou que c'est possible pour les autres. Moi, tout le monde m'a dit... en gros, les gens m'ont dit que c'était pas une bonne idée. Okay. Personne m'a encouragé à me déconventionner. Okay. Mais moi j'ai dit, moi je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est bien, je pense que c'est l'avenir même, et je vais le faire. Ok. Mais j'ai hâte de voir à long terme avec nous au Québec, le nombre de médecins qui migrent vers le privé augmente, puis on a quand même des charges, l'impôt est quand même assez élevé au Québec, là, mettons on peut parler jusqu'à 50-52% du revenu là, qui est en impôt. La moitié, globalement, de ces impôts vont à la santé. Là, donc c'est quand même des bons montants pour certaines personnes. Puis ces gens-là, en même temps, sont les gens qui sont capables de payer dans le privé, ceux qui paient le plus d'impôts. Donc les personnes vont dire, moi,
Je donne un exemple facile. Là. Tu sais, quelqu'un qui fait 250 000 $ par année, paie 125 000 $ d'impôts, donc on va dire 60 000 à la santé. Et cette personne-là va aller dans le privé pour une prothèse de hanche qui va coûter 25 000. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, ces gens-là vont se retourner vers le gouvernement. Ils vont dire, écoutez, moi, là, j'ai déchargé l'État d'une dépense de tant de milliers de dollars. Vous allez me rembourser ou vous allez me faire un crédit d'impôt. On se dit ça, mais ils vont se retourner comment? Ouais. C'est l'État qui fait les lois. C'est ça, ouais. Donc en fait, la vérité, c'est que tu te retrouves en minorité. Les gens qui payent, c'est la minorité. Pour l'instant. Et la majorité profite d'eux. Donc, il n'y a aucune raison que ça change. Non, c'est D'ailleurs, vrai, nous, en France, c'est prévu de s'aggraver. Hein. Ceux qui payent vont payer plus et tous les autres sont contents. Hein. Écoute, faut pas se leurrer. Hein. Les mêmes enjeux. Peut-être on approche la fin, Virginie. Est-ce que tout ce que tu as fait ou la pratique que tu as, est-ce que c'est plus difficile comme femme médecin ou est-ce que tu penses qu'un homme médecin dans la même situation l'aurait eu plus facile, soit avec les contrôles ou... Alors, je pense que le contrôle, il n'est pas lié au sexe. D'accord. Ça, je pense que c'est tout le monde. Je pense que l'enquête déloyale, c'est tout le monde. Okay. Donc, en ce qui concerne l'enquête, je ne pense pas que ça ait de différence. En ce qui concerne... je pense qu'il serait intéressant, c'est de connaître plutôt le sexe des médecins déconventionnés. Ah. Parce que moi, j'ai l'impression, mais j'ai pas de stats, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes. Et peut-être que les femmes ont plus de mal à vivre en dehors de leurs valeurs et de leur... Il y a les deux, en fait. Il y en a qui vont pas oser se rebeller, et puis il y en a qui vont dire que c'est insupportable et qui vont agir, quoi. Mais... Après, voilà, pour ce problème d'accès aux soins, je pense pas que ça change grand-chose. OK. Mais est-ce que le fait d'être déconventionné, là, tu disais peut-être plus de femmes, est-ce que ça donne une plus grande liberté? Si je parle de conciliation travail-famille, les femmes qui ont... En fait, souvent, les médecins généralistes qui se déconventionnent, c'est pour avoir plus de temps en consultation. Okay. Parce qu'en raison de la rémunération très basse, ils sont obligés d'enchaîner les actes, de recevoir les gens 10 minutes. Parce que sinon, ils ferment la boutique. Sauf que eux, ils aimeraient bien pouvoir faire du bon travail sur plus longtemps. Okay. Mais la rémunération leur offre pas l'opportunité de garder les gens une demi-heure. Donc souvent, ce qui se passe, les médecins généralistes se déconventionnent pour pouvoir garder du temps de soins, pour faire la meilleure médecine, de meilleure qualité, et avoir moins d'administratifs, puisque justement, il y a moins de contrôle, moins de choses comme ça. Moins de paperasse, puis ouais. Des enjeux qui sont tout à fait similaires aux nôtres. Écoute, Virginie, c'est fascinant. Je vais continuer à te suivre là, parce que c'est assez... Je mettrai le lien de ta page LinkedIn. C'est assez, divertissant. Donc, en plus, un côté artistique. Donc, écoute, mon balado a une petite section baguette magique. Donc, on finit ça un petit peu de façon ludique, même si parfois les sujets sont plus lourds. Donc, je t'envoie une baguette magique virtuelle, puis je te laisse changer une chose dans le réseau système de santé français. Ce serait quoi aujourd'hui? Franchement, c'est impossible. Il faudrait tout changer, pas une chose. Tout changer, OK. Ah oui. Quelqu'un m'avait déjà dit au niveau du réseau de santé québécois, c'est tout effacer puis repartir à zéro. Donc, ouais, voilà. Si un truc, c'est tout effacer, mais une chose, non. Tout effacé quand même. Excellent. Écoute, ça complète bien. Je te remercie énormément. Je te souhaite une bonne continuation, bonne fin de clinique, puis peut-être au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.